Alors, on va maintenant accueillir Ray Lalonde. Tout d'abord, Ray, merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais à quel point tu as un horaire chargé. Et comme je le disais tout à l'heure, bon, on te connaît en tant que chroniqueur au 5 à 7, mais bien sûr, avant ça, tu as travaillé pour le Canadien de Montréal, pour les Alouettes, notamment. Mais j'aimerais qu'on commence en parlant de ton background de football, parce que tu as un grand background de football. Puis bon, j'ai même oublié, tu as travaillé pour la NBA aussi. Il n'y a rien que tu n'as pas fait ou à peu près dans le domaine du sport. Mais tu es un ancien des Diablos de Trois-Rivières. Notamment, tu as été entraîneur au niveau collégial et tu as même aidé le groupe d'entraîneurs à l'Université Penn State à l'époque, lorsque Joe Paterno était entraîneur-chef. Parle-nous là de tes débuts dans le football et de ton amour pour ce sport. Merci Didier. Alors, bonjour à tout le monde. Pour moi, le football, ça fait partie de mes sports préférés depuis longtemps. Tu sais, on travaille dans une industrie, ça ne veut pas dire que c'est notre sport préféré nécessairement. Je suis originaire de la région de la Mauricie, puis à Trois-Rivières, le football à l'époque, dans les années 70-80, c'était vraiment le sport le plus important. Quand j'ai commencé, j'étais tout jeune, j'étais dans le sport, je baignais là-dedans, j'ai passé ma vie dans le sport. Ça fait 38 ans que je gagne ma vie en faisant du sport de haut niveau, puis au niveau analyse, au niveau opération, au niveau mise en marché, puis au niveau entraîneur. Donc, ça a toujours été important pour moi, puis tous les sports sont passionnants pour moi également. Le football, c'était un de mes premiers sports. Je jouais au hockey, au baseball, tous les sports qu'on pouvait faire au hockey, au niveau mineur quand j'étais jeune, mais le football, j'ai commencé à jouer quand je suis arrivé au séminaire de Trois-Rivières, le séminaire Saint-Joseph, qui était un château fort du football. On avait des excellentes équipes invaincues à chaque année. On avait une rigueur et une discipline qui était hors du commun. On a appris à vraiment gagner correctement. Ça s'est transporté vers le cégep par la suite avec les Diablos, où encore une fois, on gagnait beaucoup. Et puis, on jouait contre des équipes anglophones de Vanier, John Abbott et Lennoxville, entre autres. Puis ça a pris quelques années avant que le français arrive de façon dominante. On recrutait des joueurs de Bécomo jusqu'à la région d'Ottawa. On en avait de Marieville jusqu'à la Mauricie. Peu importe, quand on voulait jouer au football en étant jeune, côté francophone, on passait par Trois-Rivières. Puis après ça, je suis allé jouer au football universitaire à McGill pour 4 années. Je suis devenu coach tout de suite après. Euh, et puis, après ça, j'ai fait un choix important, c'est-à-dire d'aller augmenter mon niveau académique pour aller chercher une maîtrise. Et je voulais coacher au football puis me rendre jusque dans la NFL. Alors, je commence par la Division 1, si on veut. Puis j'ai appliqué à, je dirais, au moins 150 écoles de tous les niveaux. Tu sais, j'étais un vrai fan de football universitaire américain dès l'âge de 5-6 ans. Là, je regardais tous les matchs, tous les bowls. Ça me fascinait, ces bowls-là. Le concept d'un bol, là, tu sais, puis le football, puis le jour de l'an. À l'époque, quand on était jeune, on avait pas autant de produits télévisés. On va en parler tout à l'heure, mais c'était vraiment spécial pour moi. Puis, alors, j'ai reçu des rejets de chacune de ces institutions-là que j'ai appliquées. Pourquoi? Parce que je suis un Canadien, puis j'avais pas énormément d'expérience, mais j'avais beaucoup de détermination, persévérance. Puis à Penn State, ben, le directeur des opérations à l'époque, qui n'était pas un entraîneur, mais directeur des opérations football, m'a dit regarde, viens nous rencontrer. J'étais admis à l'université. J'avais obtenu ma bourse pour payer toutes mes études. Alors, c'était déjà un pas dans la bonne direction. Fait qu'il dit Ray, viens-t'en ici, viens nous rencontrer. On va faire une coupe de meetings occasionnellement dans les mois qui ont précédé la saison 87. Puis, Penn State venait de gagner le championnat national en 86, c'est-à-dire le 2 janvier 87 contre les Hurricanes de Miami. C'est ce qu'on appelait the Game of the Century. C'est un Oui. Canadien d'origine de Hamilton, Pete Giftopoulos, qui avait intercepté 2 ballons. Il y avait des joueurs comme Shane Conlon qui jouait pour Penn State à l'époque, qui est devenu un All-Pro dans la NFL. Puis, écoute, Miami avait Vinny Testaverde, puis un paquet de joueurs comme Michael Irvin. Il y a une grosse équipe, tu sais. Puis, ça a été tout un match. Ça s'est terminé 14-10 Euh, pour Penn State au Fiesta Bowl en Arizona. Fait que j'ai suivi quelques mois après, puis je suis arrivé là-bas après plusieurs voyages aller-retour pour les convaincre qu'ils devaient m'embaucher. Puis ils m'ont effectivement embauché. Ils m'ont offert un poste quand je suis arrivé au mois de juillet. J'étais un volunteer coach. Parmi les entraîneurs, il y en avait 11 ou 12 entraîneurs temps plein. Il y avait 2, 3, 4 graduate assistants qui sont à temps plein aussi, qui sont payés, mais qui ont le mot graduate avant. Ça voulait dire que tu devais être aux études en même temps. Puis oui, après ça, il y exact. avait quelques volunteer coachs. Alors, j'ai passé par cette étape-là. Puis après une année, on a terminé avec une défaite contre Clemson au Citrus Bowl à Orlando. Après une année, Joe Paterno est venu me voir pour me dire je t'offre un poste à temps plein avec nous autres. Comme graduate assistant, évidemment, tout ça est payé, salarié plus les études. Ça m'a permis de compléter ma maîtrise.
Puis Mais là, ça a été comment une tu te année. sentais quand Joe Paterno vient te voir? Tu sais, Joe Paterno, l'un des plus grands entraîneurs au football universitaire américain à ce moment-là, là, il vient te voir puis te dit, écoute, je te veux dans mon équipe en tant que graduate assistant là, pour un gars de Trois-Rivières. Tu sais, tu l'as Ouais. dit, tu as dû faire preuve de persévérance, de détermination. Puis là, d'atteindre ton objectif d'une certaine façon. Comment tu t'es senti là, quand Joe Paterno t'a dit ça? Ben, je me rappelle encore de la date précise, donc tu sais, ça restait collé à ma mémoire, Didier, parce que c'est assez particulier. Ils ont le choix, là. Il y avait 200 candidats qui avaient appliqué, puis c'était des gars qui venaient de toutes sortes de collèges et de high school américains, avec des connexions là, avec ces gars-là. Moi, j'arrivais du Canada, personne ne me connaissait, littéralement. Là. Puis je pourrais te faire un podcast complet sur mon arrivée là-bas, puis comment ça s'est passé au fil des 2 années. C'est vraiment du bon stock. Un jour, là, quand je vais arrêter de travailler, là, je prendrai le temps de me faire un petit Audible sur Amazon, un livre, et puis je raconterai certaines des bonnes anecdotes, tu sais, très positives, très enrichissantes sur mes 38 ans dans le sport à ce niveau-là. Fait que, tu sais, ça, c'est, excuse-moi pour le téléphone, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que ça signifiait que je venais d'être accepté dans une institution de haut niveau Mhm. renommée, là, Penn State, c'est encore Oui, ben très oui, gros. absolument. C'était très gros, puis on dominait, puis on venait de gagner le championnat national. Alors, tu vois, on avait des joueurs qui allaient dans la NFL à chaque année et des plusieurs choix au pêchage. Alors, ça a été excellent. Puis j'ai eu l'occasion de travailler à l'attaque et à la défensive. C'est donc une année passée à la défensive et une année passée à l'attaque. Quand tu parles de l'expérience d'un jeune coach, ben, si, si tu es dans un programme comme ça, il te lance dans la fosse au lion. Tu n'as pas le choix que d'apprendre rapidement, faire tes devoirs. Puis, Didier, je te le dis, là, c'était des journées là, de 18 heures, 7 jours par semaine, pendant plus d'un an, jamais un jour de congé. Jamais un jour de congé, je te le dis. Mais là, tu es jeune, tu as de l'énergie, pas un problème, tu te questionnes Ouais, c'est pas. ça. Tu sais, honnêtement, c'est vraiment pas un problème. C'est juste que c'est bien exigeant. Puis, tu sais, je racontais ça à mes fils récemment qui jouent au hockey universitaire dans la NCAA aux États-Unis. Puis je leur expliquais comment c'était quand j'étais à Penn State. On avait un meeting avec tous les coachs, une quinzaine de gars assis autour de la table à 7 heures le matin, tous les matins. Il fallait toujours que tu arrives 13 minutes avant le meeting. Puis là, le meeting commençait avec Joe Paterno au bout de la table. Puis là, on reprenait les activités de la journée avant. On préparait notre journée de pratique au peigne fin. Tu sais, quand on disait que bon, les receveurs de passe vont travailler sur ce drill-là de 4h13 à 4h17, c'est 4 minutes. Tu sais, je veux dire, c'était pas 4h10 à 4h20, là. On n'arrondit pas de Ouais. points, là. C'est 4h13 à 4h17. Puis là, à 17, ça sonne, puis il faut que tu aies à peu près 10 secondes de te rendre à l'autre exercice avec ton autre unité, ton autre cellule. Fait que, tu sais, à 7 heures le matin, puis là, quand on jouait sur la route, puis j'étais allé coacher à Alabama, à Notre Dame, des places mythiques, on était dans l'avion après le match, on revient après le match. C'est sûr que les joueurs, eux autres, ont leur soirée, puis les coachs avec leur famille, mais les jeunes coachs, ah non, dans le Ah, bureau tout le de suite. travail ne fait que commencer, Mais ben non, oui. là tu arrives à 9 heures le soir, tu as le temps de manger un repas, Mhm. tu vas dans le bureau, cote les films, prépare tout ça pour un meeting le dimanche matin à 7 heures, encore une fois. Ça arrêtait, on ne jouait pas le dimanche. Puis là, le dimanche à 10 heures, les coachs étaient plus religieux, ils allaient à l'église, ils allaient à la messe. Nous autres, on restait dans le bureau, on travaillait, parce que les joueurs arrivaient le dimanche après-midi pour leur débrief sur le match. On avait gradé tous les films, on avait déjà coté tout le monde. Puis là, quand tu as 150 joueurs dans ton équipe, il faut que tu rencontres ces gars-là. Ceux qui ont joué, ben, ils ont une cote, puis un bulletin, puis ainsi de suite. Puis là, tout de suite après, on sautait sur la préparation du scouting report, qui était déjà complété la semaine suivante sur le prochain adversaire. Mais là, il fallait débriefer les coachs et les joueurs et préparer la semaine de pratique. Puis gérer les scout teams. Les scout teams, c'est les équipes qui agissent de l'autre côté en attaque ou en défensive, justement pour mimiquer l'adversaire prochain. Fait que moi, j'étais responsable du scout team défensif. On jouait contre l'attaque numéro un. Écoute, tu peux pas te tromper, là, Didier. Tu peux pas placer un gars à mauvaise place. Il peut pas avoir le mauvais numéro sur son chandail, là. S'il est pour répliquer un joueur de Notre Dame ou d'Alabama ou de Boston College ou de Syracuse, ben, il faut qu'il joue puis qu'il agisse puis qu'il ait l'air exactement comme le gars. Fait que là, toi, il faut que tu coaches les Exact. gars comme si tu coachais des gars dans une pièce de théâtre. Fait que là, puis il faut qu'ils bougent au bon moment, à bonne place pour donner au corps arrière puis à l'attaque, par exemple, ben, le meilleur look possible. Alors, là, écoute, ça, Ouais, ça s'appelle faut avoir le une sens du immersion détail. d'expérience. Oui, définitivement, définitivement. Puis c'est bien, après toutes ces années, on ressent la passion là, tu sais, dans ta voix quand tu parles de ces moments-là que tu as vécu à Absolument. Happy Valley sous Joe Paterno.
une chose qui t'aurait aidé à l'époque, c'est la technologie. Tu sais, puis tu parlais là, de couper les vidéos. Ça se serait fait beaucoup, ça se fait beaucoup plus rapidement en 2024 comparativement à cette époque-là. Parce que là, on parle de quoi? Fin années 80, début années 90, Fin des années environ. 80, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ce travail-là est un peu plus facile, entre guillemets. Mais si tu veux devenir entraîneur-chef, entraîneur, je veux dire, au niveau du football universitaire ou dans la NFL, ben, c'est ça le chemin à prendre. Tu sais, il n'y a pas de Absolument. raccourci. C'est pas facile. Ça, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas nécessairement. Mais oui, en parlant de technologie, ben, ça va nous amener justement à parler notamment du streaming, qui est de plus en plus présent dans le monde du sport en général. On va se concentrer un peu plus, bien sûr, au niveau du football de la NFL. Parce que, bon, la NFL a annoncé il y a quoi, 2 semaines que Netflix va présenter les 2 rencontres au cours des 3 prochaines années qui vont avoir lieu lors de la journée de Noël. Depuis quelques années déjà, des matchs du jeudi soir aux États-Unis, là, faut s'entendre, aux États-Unis, sont présentés sur Amazon Prime. Amazon Prime va même commencer à présenter des matchs à la Ligue nationale de hockey dès la prochaine saison. Tout ça change. On a préparé un tableau, justement, encore une fois. C'est aux États-Unis, mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Ça finit toujours par se reproduire au Québec, au Canada, éventuellement. Bon, on voit tous les diffuseurs qu'il y a maintenant, là, diffuseurs télé et également au niveau du streaming. Ray, si quelqu'un qui habite aux États-Unis ne veut rien manquer de la NFL au cours de la prochaine saison, là, veut être en mesure de voir tous les matchs, on doit s'abonner à toutes les chaînes qu'on voit à l'écran. Tout ça, ça serait pour un montant là, durant juste la période de la saison de 855,86 $ US. C'est complètement fou. Ça coûte beaucoup plus cher que le câble à l'époque. C'est quoi ta réaction là, quand tu vois ça? Comment, finalement, la NFL, elle faisait avant, mais là, elle le fait encore plus. Elle vend son produit en pièces détachées, là, finalement, que ce soit au réseau de télé et maintenant au streaming. Ben, moi, ma première réaction, Didier, c'est ce que j'appelle une aubaine. Tu as tout le produit NFL pour 855 piastres. Honnêtement, vraiment. Une Hey, aubaine, tu trouves, à ce prix-là? si tu es un fan de football, là, euh, la plupart des Américains le sont, là. Ça, c'est un autre débat, puis une autre conversation. La culture américaine, puis la passion qui fait vibrer les Américains, c'est le football. Il n'y a rien de comparable au football. J'ai travaillé pour le football. C'est une Et religion quand carrément. quand je te parle de ma carrière, quand j'ai switché après à Penn State, je suis revenu travailler à McGill comme coordonnateur offensif. Puis après ça, j'ai coaché au Vieux-Montréal. Puis après ça, je me suis retrouvé, tu sais, pour ce qu'on appelle NFL Europe aujourd'hui, la World League of American Football. Puis avec mon expérience dans la CFL, il n'y a pas une ligue de football que je n'ai pas touchée. Mhm. De façon très humble que je te dis ça parce que le football, ça demeurait quelque chose qui m'a toujours fasciné. Quand j'étais très jeune, j'avais des aspirations d'être le commissaire de la NFL à l'époque où Pete Rozelle était là, parce que je me disais, écoute, c'est la chaise numéro 1 pour tout le football dans le monde entier, malgré que le football américain, c'est relativement limité géographiquement. Mais la NFL aujourd'hui, c'est un produit qui commence à étaler ses tentacules. On sait qu'il y a un match Oui. en septembre prochain entre les Packers et les Eagles à Sao Paulo, au Brésil. Ils vont aller en Espagne l'an prochain. Cette année, il y a 3 matchs en Angleterre puis un autre match en Allemagne, à Munich. Bon, ça, moi, j'ai tout vécu ça parce que quand j'étais avec les NBA, il y a 25 ans, 30 ans, whatever, euh, on était déjà dans un cheminement de globalisation. Mais c'est Mhm. plus facile pour la NBA que ça l'est pour la NFL parce que le basketball est un sport beaucoup plus populaire dans le monde entier que le football américain ou que le Ouais, hockey ou que le et baseball. c'est ce que Alors, il y a ben c'est ça, et c'est ce que la NFL essaie de faire. Elle essaie maintenant exact, parce que on s'entend que le marché nord-américain, que ce soit aux États-Unis, comme tu viens de dire, au Canada, c'est maximisé, là. Aller chercher capé, plus de revenus en Amérique du Nord, ça devient impossible exact, à faire. Donc, on veut de la nouvelle argent et c'est la raison pour laquelle on a des programmes, on développe même des joueurs maintenant en Europe, là. On a une tout à fait. académie de la Ouais. NFL Mais à c'était ça Londres, le en concept. Angleterre. Ouais. Ouais, Didier, le concept de NFL Europe, c'était ça. C'était de développer des Ah joueurs oui, pour avoir c'est quelques-uns un de ceux-là. copier-coller qu'on fait maintenant avec la NFL. Exactement. Alors, tu sais, bon, la NFL puis les plateformes numériques, euh, ben, c'est un avancement. Alors, d'abord, de façon générale, les plateformes numériques, c'est l'avenir de toute la consommation. La seule raison pourquoi que les télés traditionnelles existent encore, CBS, NBC, Fox puis ABC, c'est parce que d'abord, il y a des gens une bonne portion de la population qui ne peut pas se payer toutes ces bundles de câbles, de satellites et de plateformes numériques. Alors, les Hulu, les Crave, puis tout ça, c'est
le 850$ devient cher pour certains individus et certaines familles. Donc, ça te prend Ouais. encore des télés traditionnelles linéaires. D'un autre côté, le contenu, parce qu'on est dans une guerre de contenu, Didier, c'est toujours une guerre qui fait en sorte que euh, être sur une télé traditionnelle, tu es limité à la télé puis à un abonnement au câble, au satellite. Être sur une plateforme numérique, le consommateur a plus de choix. Son téléphone intelligent peut le suivre partout. Tout ce que tu as besoin, c'est une connexion Wi-Fi ou une base de data qui te permet d'avoir le stream que tu recherches. Bon, Mhm. c'est l'avancement de la technologie dans le monde entier. Pourquoi la radio est moins importante aujourd'hui, puis pourquoi la télé traditionnelle est moins importante? C'est parce qu'à la fin, elles sont de moins efficaces véhicules publicitaires. Puis le sport, c'est le plus grand véhicule publicitaire. Sans la publicité, il n'y a pas tout cet argent-là qu'on dépense pour les athlètes ou pour les droits. C'est parce que la publicité est là. Mais pourquoi la publicité dicte ça? C'est parce que la publicité circule mieux sur des téléphones intelligents, sur les médias sociaux, sur toutes les plateformes numériques que sur la télé traditionnelle. Donc, s'il n'y avait pas de sport en direct, comme la NFL, comme les autres Mhm. sports majeurs, la télé traditionnelle disparaîtrait. On serait uniquement sur les streams. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître parce qu'il y a encore de la place. Tu as besoin quand même d'avoir un débat présidentiel entre Trump et Biden sur la télé linéaire parce qu'il faut que tout le monde le voit le débat. Puis tout le monde n'a pas les plateformes numériques. Apple, Amazon, YouTube, Google, Netflix, évidemment. Alors, Ouais. parce qu'il y a un coût à ça. Bon, la NFL a signé il y a 2 ans, ça a commencé l'an dernier, des ententes avec toutes les plateformes existantes possibles, qui vont totaliser au cours des 11 dernières années à peu près 125 milliards de dollars. Fait que ça, cet argent-là va être redistribué à chaque année aux 32 équipes. Ça fait partie des droits nationaux. Puis, puisque les chaînes numériques, Didier, comme Netflix, ont 270 millions d'abonnés dans le monde, ben, eux autres ont ce qu'on appelle un reach, si tu me permets, là, une portée beaucoup plus grande que Ben NBC oui. ou ABC. C'est pour ça que la MLS a signé avec Apple TV. C'est parce que il n'y avait pas assez d'argent en Amérique du Nord encore pour le soccer de la MLS, mais Apple le diffuse dans le monde entier. Fait que les joueurs de la MLS, dont Lionel Messi, bénéficient tout de suite de ce rayonnement-là en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, instantanément. La NFL Ouais. voulait ça. Fait que Netflix paye Ouais, comme... 75 millions pour les 2 matchs de Noël que tu as mentionnés plus tôt. Puis la NFL est contente parce que le jour de Noël, dans le monde entier, s'il y a des fans de Et la voilà. NFL, ils vont avoir accès à ces 2 matchs-là. Puis Amazon a pris le jeudi soir depuis 2 ans déjà, parce que pour les mêmes raisons, qui ont au-dessus de 200 millions d'abonnés eux aussi, mais la NFL est maintenant capable de progresser avec son plan de globalisation, la conquête du monde. Ça ne sera pas facile parce que le football américain n'est pas pratiqué partout. Mais au moins, ils vendent des droits, ils vendent des produits Mhm. dérivés, ils vendent des commandites, puis il y a des visiteurs, des touristes qui achètent des billets. C'est comme ça qu'on met en marché une business mondiale. Alors, Et c'est pour ça voilà. que la NFL aujourd'hui, quand tu regardes l'ensemble, il y a de tout, tous les jours de la semaine. La prochaine saison, à Didier, les Chiefs de Kansas City, qui sont champions du Super Bowl, vont jouer tous les jours de la semaine, sauf le mardi, au cours d'une saison. J'en ai parlé à l'antichambre l'autre soir. C'est quand même incroyable. Ils vont avoir un match le mercredi, parce que Noël, c'est le mercredi. Ils vont avoir un jeudi, Thursday Night Football. Ils vont avoir Ouais. le Black Friday. Ils vont avoir le samedi, parce qu'en fin décembre, on joue des matchs le samedi. Évidemment, dimanche après-midi, Sunday Night Football, Monday Night Football. Finalement, la NFL, graduellement, est en train de écraser comme un rouleau compresseur tous les autres sports. Puis, Ben tout voilà, c'est l'espace ça. puis l'oxygène qu'ils ont, c'est fini. Alors, Et ça, là, voilà. c'est l'avenir de la consommation devant nos yeux. Ils vont plus se limiter justement là, tu sais. Il y a une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, le football c'était quand? Principalement le dimanche. Là, t'avais après ça le match du lundi soir. Et c'était Ouais. tout, là. T'avais du Ouais. football 2 jours semaine. Ça va devenir pratiquement comme la Ligue nationale de hockey ou comme la NBA parce que du moment qu'il y a un match de la NFL qui est présenté, peu importe si c'est un bon match ou non, Ray, peu importe Non. si c'est des bonnes équipes qui s'affrontent en termes de code d'écoute, ben, il n'y a aucun autre sport qui peut rivaliser, pas juste sport, émission de télé qui rivalise avec eux en termes de code T'as d'écoute. Puis raison. comme tu l'as dit, tu peux aller chercher bon, les commanditaires, la publicité, ainsi de suite. Puis afin de rendre le football un sport global, tu sais, que tu as mentionné ça,
il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, le flag football, Ray. C'est très important, là. Parce que la NFL, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Le flag football va être un sport olympique lors des Jeux d'été de 2028 qui sont présentés à Los Angeles. Mais la beauté du flag football, c'est, bon, si tu as des enfants, puis là, tu trouves le football, c'est peut-être trop violent, et puis bon, avec les commotions cérébrales, mais pour les parents, c'est beaucoup plus invitant de laisser leurs jeunes jouer au flag football parce qu'il n'y a pas de contact. Enfin, juste ça, c'est beaucoup plus inclusif. Les filles aussi peuvent y jouer, peuvent compétitionner contre des jeunes hommes également. Puis Tout à on le fait. voit, c'est en expansion le flag football. Il y a même la Ligue universitaire au niveau des universités canadiennes qui prend de l'expansion. Puis les filles sont bonnes, tu les vois lancer le ballon, elles sont des excellents athlètes également. Mais pour en revenir justement au streaming, il y a quelque chose qui vaut de l'or maintenant, c'est le data. Les informations que tu peux aller chercher sur les partisans qui sont abonnés au service de streaming. Ça, toutes les ligues sportives sont à la recherche de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer l'importance du data? Pourquoi les équipes sportives, toutes les ligues en fait, sont à la recherche du data? Et on le voit, la Ligue nationale de hockey, elle aussi, comme je disais tout à l'heure, avec son association avec Amazon Prime dès l'automne prochain, ben, elle veut avoir accès aux data de ses partisans. Bon, alors, il y a deux éléments dans le data, les données. D'abord, il y a le côté sur le consommateur, puis ensuite, il y a le côté performance athlétique. Euh, les données sur le sport, que ce soit au tennis, au golf, euh, au football ou la NBA ou au hockey, les vitesses des rondelles, la durée des chiffres, bon, la vitesse d'un joueur sur un terrain de football, l'impact lors d'un contact, leur rythme cardiaque lorsqu'ils performent. Les données sur le côté performance aident à augmenter le niveau athlétique, le niveau de performance, la réglementation, la technologie, tout ça pour rendre le sport plus intègre et plus performant. On pousse toujours à la limite ce qu'on est capable de faire en récoltant les données sur les individus, sur les équipes, sur les matchs. Alors, appelle-le statistiques avancées, données analytiques, données personnelles, peu importe, mais le côté performance, compétition, résultat, c'est un volet très important dans tous les sports aujourd'hui. Il y a aucun. Quand tu regardes un tournoi de golf, tu vois derrière le joueur, tu as le top tracer. La balle est frappée, tu la suis sur sa lignée. Ensuite de ça, tu as la vitesse d'accélération du bâton de golf dans les mains du. Hey, Hawkeye au tennis. Les rondelles de hockey, pendant une année, il y a quelques années, avaient des puces à l'intérieur pour juger un peu de la vitesse de la rondelle puis l'accumulation de statistiques pour ça. Dans des ballons de soccer aujourd'hui, dans les championnats mondiaux puis dans les Olympiques, dans les Coupes du Monde, il y a des puces qui sont insérées à l'intérieur des ballons. Je peux continuer sur tous les sports, mais c'est toujours dans le but d'améliorer le produit, puis effectivement le spectacle, puis la consommation. L'autre Mhm. côté, c'est le consommateur. Le consommateur, Didier, dans ta vie, les gens conduisent des Tesla, ils ne se rendent pas compte que la Tesla est en train d'accumuler toutes les données sur toi à chaque minute que tu conduis, puis tu ne le sais même pas. Ils sont en train d'enregistrer ta vie, puis tu ne le sais même pas. Quand tu t'abonnes à quelque chose, tu dis j'accepte les conditions, ça veut dire que tu acceptes de Mhm. partager tes données. Ça veut dire que tu acceptes qu'ils prennent tes données et qu'ils les vendent. Pourquoi ils les vendent? Ben, pour de la publicité ciblée, pour la capacité Voilà. d'un annonceur. Ah, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des plateformes publicitaires, le sport. Pas de publicité égale pas de droit de diffusion, égale pas de salaire, égale pas de ligue sportive. S'il n'y a pas de publicité aujourd'hui à tous les niveaux, ben, il n'y a pas de commercialisation du sport. Fait que, ne perdons pas de vue qu'on a besoin de ça si on veut continuer à payer des salaires comme on a aujourd'hui, si on veut continuer à voir des événements de grande envergure. Ça prend des annonceurs publicitaires. Parce que quand NBC, puis ESPN, puis tout ça vont donner à la NFL généreusement 2 à 3 milliards par année, qu'est-ce qu'ils vont faire pour récupérer cet argent-là? Il faut qu'ils vendent les droits puis les annonces publicitaires au cours des matchs de la NFL. Mais parce qu'ils savent qu'il y a en moyenne 19 millions de téléspectateurs par match de la NFL, tout match confondu, l'an passé. Puis pendant le Super Bowl cette année, ils sont allés chercher 120 quelques millions de téléspectateurs qui ont regardé les Chiefs battre les 49ers. Ça vaut de l'or, ça. Fait que ça veut dire que ces Mhm. données-là, qui sont accumulées au fil de l'année, servent pour cibler puis reconduire la business, puis c'est ça l'investissement, puis tu veux le retour sur ton investissement. Donc, les données des consommateurs, qu'est-ce qu'ils mangent, quelle heure ils arrivent au match, quelle sorte de siège ils préfèrent, qu'est-ce que l'individu regarde le plus. Ça fait toujours partie de cette espèce
d'aménagement, de construction d'un produit puis de contenu. Si toi, Didier, tu sais que tes écouteurs de ton podcast préfèrent que régulièrement tu reviennes sur Patrick Mahomes puis les Chiefs, ben, tes données vont te donner cette information-là, puis toi, tu vas Mhm. l'utiliser pour dire, ben, je dois remplir les attentes de mes auditeurs, de mes téléspectateurs, de mes podcasters qui écoutent. Parce que je vais parler de Patrick Mahomes plus souvent. À chaque fois que j'en parle, les codes d'écoute montent ou les chiffres montent. Fait que finalement, c'est très simple comme principe. C'est juste qu'il ne faut pas perdre de vue notre téléphone intelligent, tous nos appareils de technologie ne cessent d'accumuler des données sur nos vies qui sont ensuite réutilisées, retransmises à des acheteurs de ces informations-là qui s'en servent pour nous rejoindre et pour nourrir les algorithmes qui font en sorte qu'on nous présente des choses qu'on aime voir devant nos yeux lors d'une séance devant un ordinateur ou sur nos téléphones. Donc, l'avenir, c'est toujours de faire le choix. Est-ce que je partage mes données ou non? Est-ce que je dis oui ou j'accepte? Puis parfois, si tu n'acceptes pas, tu n'as pas accès. Alors, tu Et vois-tu, voilà. c'est des espèces de firewall qui sont créés là, pour protéger les gens, mais pour protéger le contenu aussi. Je termine avec une chose sur les données. C'est une guerre d'abonnés pour les plateformes numériques. C'est une guerre de contenu pour la création puis la production. Puis c'est une guerre de data et de données. Fait que quand tu mets tout ça ensemble, l'objectif des prochaines années là, devant nos yeux sur la consommation de divertissement dont fait partie le sport, c'est l'ensemble de ces 3 points-là. Ben écoute, Ray, on pourrait continuer à en parler pendant très longtemps. Je veux juste aborder avec toi juste une dernière question. Je sais que tu dois y aller aussi. La Ligue canadienne de football. Puis sinon, on parle de la NFL, bien sûr, de la Ligue nationale de hockey, les ligues majeures de baseball, tu as mentionné la MLS, même la WNBA. Certaines de ces rencontres vont commencer à être diffusées sur Disney+. La Ligue canadienne est tellement en retard comparée aux autres ligues professionnelles. Bon, c'est sûr, c'est pas le même. Alors, on n'a pas les mêmes ressources financières que les ligues que je viens de mentionner. Moi, je veux juste savoir, tu sais, d'après toi, bon, tu ne possèdes pas de boule de cristal, mais avec le modèle d'affaires que la Ligue canadienne a et tout le retard qu'elle a au niveau de plusieurs facettes, là, est-ce que cette ligue-là va toujours exister dans 5 ans, dans 10 ans? Parce que le monde évolue. Malheureusement, du côté de la Ligue canadienne, on a des ennuis, il faut se le dire, là, à suivre l'évolution du monde. Écoute, Didier, c'est une bonne question, une bonne interrogation, surtout pour toi qui couvre le football canadien de très près depuis longtemps, puis tous tes collègues à RDS qui font un bon travail de suivre les Alouettes de près, tu sais, puis pour Québécois qui a acheté les Alouettes, bon, tu sais, j'ai été président et PDG des Alouettes pendant un peu moins de 2 saisons. Une des choses qui a contribué à une différente approche, c'était justement ça. Les ambitions de la Ligue canadienne euh, sont pas nécessairement aussi dynamiques qu'elles devraient l'être. Là, tu vas me dire, ouais, mais on peut pas se comparer à la NFL. Bien sûr que non. Mais il faut quand même être capable d'emmener notre produit, notre niveau à l'excellence, de façon à convertir les gens au Canada. À l'époque, Didier, la NFL existait, puis la CFL aussi, puis on était tous fans de la CFL de façon régulière. On faisait de la place aux deux sports. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a plus de choix. Tu en as parlé tout à l'heure. Tu sais, à l'époque, il y avait le Monday Night Football puis le dimanche après-midi dans la NFL. Aujourd'hui, c'est tous Mhm. les jours de la semaine ou presque. Fait qu'il il y a un surplus de contenu. On est congestionné, là. On a 24 heures dans une journée, puis on manque de temps, puis on manque d'oxygène pour suivre tous les sports. Fait que la CFL a pris le bord. Puis malgré les investissements de TSN ou Bell Media, pour garder ça en vie, moi, je te le dis, si c'était pas de TSN, la CFL n'existerait plus aujourd'hui parce que c'est eux qui sont non seulement le diffuseur exclusif, mais qui sont aussi le plus gros commanditaire, le plus gros donneur à la Ligue canadienne. La Ligue Mhm. canadienne a un niveau de popularité un peu plus élevé dans des villes comme Saskatchewan ou comme Winnipeg, moins élevé dans des villes comme Toronto, Vancouver et Montréal, qui sont les plus grandes villes au Canada. Ça demeure un défi. Le plus gros défi, cependant, Didier, c'est si tu penses que la NFL écrase les produits aux États-Unis, comme la NBA puis le baseball majeur, ben imagine ce que la NFL fait pour la Ligue canadienne. La NFL est tellement forte au niveau marketing, au niveau packaging de tout le produit. Là, aujourd'hui, je me permets des anglicismes que je ne me permettrais pas à RDS. Là.
Fait que, on fait ça dans un podcast amical, mais Ouais, à la fin, là, on est la libre NFL, ici. le Canada, c'est un marché conquis pour la NFL. On est tous fans de la NFL. Puis en plus, il y a des villes comme Buffalo, comme New England, comme les Jets et les Giants, comme Seattle, comme les Vikings, sont tous proches de la frontière canadienne. Fait qu'on a nos équipes préférées en plus, géographiquement, qui sont accessibles. Fait que quand la NFL existe, le monde arrête de bouger. Puis tout le monde ne se focus sur le produit NFL, qui est présenté de façon grandiose et spectaculaire. Fait que la CFL ne peut pas tenir tête à ça. Puis les meilleurs Canadiens, honnêtement, s'ils ont le choix puis ils sont offerts un contrat, c'est ceux qui vont aller dans la NFL. Parce que l'argent, c'est 5, 6, 7, 8, 10 fois plus. Puis les conditions sont meilleures aussi. Alors, tout le monde veut jouer dans le meilleur circuit. C'est toujours dur pour la Ligue canadienne parce que c'est la seule ligue sportive qui a une autre ligue en parallèle, meilleure, supérieure, comme voisin, qui prennent tout l'espace possible. Bon, la NFL ne viendra pas au Canada parce qu'ils savent que s'ils viennent au Canada, c'est la fin de la Ligue canadienne. Fait qu'ils ne mettront pas d'équipe ici, par courtoisie. Mais on sait qu'ils auraient pu facilement mettre une équipe d'expansion à Toronto. Ouais. Toronto, Mais il y c'est a une ville encore à américaine. Toronto, il y a des gens d'affaires qui souhaiteraient l'arrivée d'une Ben équipe de oui, NFL jusqu'à ce jour, qui non, mais essayent même encore. Là, Ben oui, mais Didier, et c'est sûr, les équipes de la NFL valent 5,2 milliards en moyenne. En moyenne. Si les Cowboys de Dallas étaient vendus demain, même s'ils sont listés à 9,3 milliards US, Jerry Jones irait chercher 15 milliards US, je te le dis, là. Parce que les Cowboys de Dallas, c'est comme un bijou de la couronne. Alors, quelqu'un va payer pour ça, Didier. Fait que, imagine une équipe de la NFL à Toronto. C'est sûr que quelqu'un va mettre 6. Les Commanders ont été vendus à 6 milliards. Les Broncos à 4,7 milliards. Ça, c'est tout de l'argent US. Imagine là, que Goodell dit ben, on va faire une expansion de 2 équipes, Toronto, Mexico. Boum! Ces chiffres-là pourraient atteindre 8 à 10 milliards chacun. Fait que les gens savent qu'il y a un investissement important et il y a beaucoup d'argent à faire. Mais la NFL n'ira pas au Canada par respect pour la Ligue canadienne. Ce qui m'amène à conclure sur le point de la Ligue canadienne. L'avenir va toujours être nébuleux. Ça va toujours être difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de porte de sortie. Le produit sera jamais meilleur dans la Ligue canadienne qu'il l'est dans la NFL. Puis même si on est fan patriotique, puis pour notre amour du Canada, à la fin, Didier, les frontières n'existent plus. On suit la Premier League comme si ça se déroulait dans notre cour arrière. On n'a pas besoin là, d'être en retard sur les nouvelles. La virtualité de la technologie nous permet de tout consommer instantanément, on call, on demand. Quand on veut quelque chose, on l'a tout de suite. Fait que la Ligue canadienne n'a pas les moyens de survivre à ça. Mais s'ils continuent d'être dans des niveaux de quelques millions de surplus, quelques millions de pertes, un break-even à travers la Ligue, ça va continuer de donner la chance à des Canadiens de jouer au football professionnel, mais c'est pas le niveau de la NFL ou de la NBA. Les athlètes supérieurs vont se retrouver dans la NFL parce que les conditions sont tout simplement meilleures pour eux. Et pour la Ligue canadienne, ça va être un gros test là, les 5 prochaines années pour le commissaire Randy Ambrosie pour savoir s'il est capable d'emmener ça à un autre niveau. Parce que si tu te rappelles, il y a une couple d'années, il parlait de la CFL 2.0, 3.0, Ah, d'avoir des empreintes partout dans le monde. Écoute, il faut être réaliste aussi. La NFL, c'est le plus gros rouleau compresseur de sport sur la planète. Fait que la CFL est face à un énorme défi. C'est pas la fin, rien de là. Ça veut juste dire que ça va être très difficile pour eux de faire beaucoup mieux que ce qu'ils font aujourd'hui actuellement. ouais, ce que j'ai trouvé qui faisait jamais aucun sens, là, de vouloir rendre la Ligue canadienne internationale. D'abord et avant tout, il faut être une bonne base solide au Canada, d'abord et avant tout. Là. Ça s'appelle la Ligue canadienne, là, d'abord et Ça avant prend de tout. Mais l'argent, bref, Didier. ben oui, c'est ça. Ben écoute, on pourrait continuer cette conversation-là pendant 2, 3 heures encore. Là. Je pense que les deux, on est passionnés de ces sujets-là. Mais encore une fois, Ray, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, je sais que tu as un horaire rechargé, mais je voulais t'avoir fait de jaser de tout ça. Tu es vraiment une sommité au niveau de ces sujets-là au Québec. Encore une fois, je te remercie. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Puis on espère te revoir éventuellement Ben oui, dans le Didier, gêne-toi podcast. pas. Bonne chance Bon, avec le ben parfait. podcast. Merci pour l'invitation. Puis t'en fais pas anytime. Ça me fait toujours plaisir, Didier, quand tu m'appelles.